l'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, et principalement du miel, mais également la cire, l'exlait royal, le pollen et le propolis. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller à son environnement. Passionné d'apiculture depuis quelques années, Laetitia a décidé d'en faire son métier. Depuis 6 ans, les ruchers de l'ANI sont situés à Saint-Désiré, dans l'Allier, et proposent de nombreuses diversités de miel. Elle est où la reine? Alors attends, faut que je la retrouve parce que bien sûr, elle est là. Je l'ai montrée à Nathalie. Les ruchers de l'ANI, alors moi je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai décidé de faire de l'apiculture avec mon compagnon. Donc l'ANI, c'est Laetitia et Tony, si tu veux, c'est la contraction des deux. Et alors il y a 6 ans maintenant que je fais de l'apiculture, et puis là, ces dernières années, forcément, comme on veut s'installer, on gonfle le cheptel pour arriver à satisfaire tout le monde sur les demandes, quoi. Une qui a du pollen, là, tu vois, regarde sur ses pattes. De nombreux paramètres doivent être au rendez-vous afin d'avoir une belle qualité de miel. Dans la mythologie grecque, c'est le berger Aristée qui le premier éleva des abeilles. Le premier témoignage de la domestication des abeilles est un bas-relief datant de presque 4500 ans dans le temple solaire d'Abou Gorad en Égypte. La première ruche fut probablement issue du prélèvement d'un tronc d'arbre creux contenant un nid d'abeilles. Plus tard, avec la maîtrise des techniques d'enruchage, apparurent les premières ruches artificielles. Le métier d'apiculteur, ça s'appelle le berger des abeilles. C'est celui qui va prendre soin des abeilles et faire en sorte qu'elles soient en bonne santé pour produire du miel. En fait, un peu comme le gars qui produit du lait, si ces vaches sont pas en bonne santé, elles ne produiront pas de lait. Il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne marche pas. Les abeilles, c'est pareil. Le miel, elles arrivent à se débrouiller toutes seules. Normalement, une colonie qui est forte et en bonne santé, elle ne craint pas grand-chose et elle va produire du miel. Alors bien sûr, il faut que la saison, elle s'y prête. Il faut que la météo soit là, les fleurs. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. De nombreux paramètres doivent être au rendez-vous afin d'avoir une belle qualité de miel. En fait, la fumée, ça a double effet. Ça les empêche de communiquer entre elles quand elles ont le sentiment d'être agressées. Et en plus, ça simule un incendie pas loin, donc elles vont chercher du miel au cas où il faut partir, tu vois. Donc elles ont la tête dans les alvéoles, elles t'embêtent pas trop, si tu veux. Comment on développe un cheptel? Il suffit de trouver déjà un premier essaim. Moi, j'ai commencé, j'en avais qu'un seul, il y a 6 ans. Et puis, il a passé l'hiver sans souci, si tu veux, tout s'est très bien passé. La première année, je les ai laissés essaimer et j'ai cueilli les essaims. Et donc de là, j'ai dit, il faut que j'apprenne à faire des essaims. Donc j'ai appris à diviser mes ruches pour augmenter mon cheptel. Quand on trouve des ruches, on trouve des abeilles ou on doit acheter des abeilles? On peut en acheter, on peut en trouver. Ça, c'est un peu à la vie de chacun, si tu veux. Moi, les premiers, je les ai trouvés, je les ai ramassés. C'est de l'abeille locale, peut-être un peu hybridée parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de races d'abeilles en France qu'il y en a eu. À la base, on a une abeille noire chez nous. Aujourd'hui, l'abeille noire, alors je ne dis pas qu'elle n'est pas productive, chacun après défend son point de vue. Après, il y a de la bugfast qu'on importe, il y a plein de choses. Et il suffit juste donc de choisir sa race d'abeille et puis après on s'adapte, où on la trouve, où on l'achète. En automne, les abeilles et l'apiculteur préparent l'hivernage. En septembre, les premières pluies font revenir la nature et fleurir les dernières plantes que les abeilles butinent. Moi, je commence à poser les hausses généralement entre fin mars et début avril. Si les colonies sont fortes, peut-être après le 15 avril, s'il faut laisser le temps un peu que les choses se fassent. Et je vais les récolter les dernières au plus tard fin août. Donc pour moi, une saison, elle démarre à l'automne, c'est-à-dire que j'ai fini de préparer l'année qui suit. On hiverne, on traite les abeilles sur certains parasites, si tu veux, par exemple, ou certaines maladies, où on réunit des colonies un peu plus faibles. Et ensuite, elles passent l'hiver. Au début du printemps, on fait une première visite et là, on estime la qualité de l'essaim, si tu veux, de la colonie. Comment tu arrives à reconnaître que c'est un miel de rose ou un miel... Alors moi, c'est par rapport à l'emplacement. Et au moment de la récolte, je pose mes hausses juste au début de la floraison de la ronce et je les récolte à la fin. Et je remets une hausse, hop, elles ont enchaîné avec le sarrasin, tu vois. C'est le même rocher. Elles ont enchaîné, et tu vois les deux différences, si tu veux. Voilà. Après, tu connais un peu le goût, les choses comme ça, puis tu peux le faire analyser aussi. Pour un magret de canard, qu'est-ce que tu conseilles? Ah ben ça dépend des goûts. Moi, j'aime le miel fort en cuisson. Donc j'avoue, je vais préférer un miel foncé en cuisine. Même sur du bleu, par exemple, tu vois, une tartine de bleu avec un peu de miel, je vais prendre un miel foncé. Après, ça dépend un peu au goût, mais moi, j'avoue, j'aime en cuisson les miels forts. Forts en bouche, ouais.
J'ai posé la hausse, j'ai extrait mercredi dernier, donc jeudi dernier. Donc, tu vois, il y a moins de 6 jours. Et tu vois, c'est bien que ça doit mieller un peu parce que ça, c'est du miel. Ah oui, ok. Tu veux goûter? À travers le... Tu enlèves la hausse là, tu l'emmènes à la miellerie. Et là, je coupe tout ça. En apiculture, la hausse est un étage supplémentaire concernant des cadres vides avec ou sans cire gaufrée, que l'apiculteur ajoute sur le corps de ruche. Lorsque les cadres contenus dans la hausse sont destinés à la production du miel, c'est le magasin à miel. Alors, quand c'est du couvain, bah, tu vois, celui-là, il est plein. Il fait quoi? Il fait 2 kilos à peine. Ah, quand même. Un cadre comme celui-ci, plein de miel, il peut monter à 4 kilos. Ah oui. Voilà. En même temps, je ne l'ai pas marqué, celle-ci encore. Tu vois qu'il y a un coin... Alors, ouais, chaque année, il y a une couleur. Cette année, c'est bleu. C'est pour pouvoir connaître l'âge de la reine en même temps. Tu as donné un nom à chaque ruche? Ouais. Ouais, c'est génial ça. Alors explique-nous un petit peu, pourquoi tu donnes des noms à chaque... Alors moi j'ai donné des noms, je vais te dire pourquoi. Parce que normalement il y a juste un numéro qui est obligatoire, tu vois, ils sont derrière. Mais moi quand je rentrais chez moi pour remplir mon cahier, savoir ce que j'avais fait à tel endroit, et ben moi le numéro 21, je sais pas laquelle c'est. Par contre si on me dit c'est Claire, t'as fait ça, je sais laquelle c'est. C'est bizarre mais voilà, c'est mémotechnique on va dire. Grâce aux produits fabriqués par l'abeille, le miel offre de très nombreuses possibilités pour se nourrir ou se soigner. Le miel donne des idées variées de gourmandise. Il est utilisé pour la fabrication de pain d'épices, de nougat, de bonbons et de sucettes. Ça c'est un dérivé du miel, si tu veux, c'est un mélange de miel noisette que je fais moi, qui reste à tartinable en fait. Un peu comme une pâte à tartiner, mais sans chocolat, sans sucre ajouté, sans huile de palme, voilà. Ensuite, il y a des savons qu'on peut faire. Celui-là, c'est à la propolis, mais ça peut se faire aussi au miel, à la gelée royale, des choses comme ça. Et ça, c'est des bivraps que je fais. Les bivraps, c'est... en fait, ça remplace le film alimentaire dans une cuisine. Et après, une fois qu'on l'a mis sur, je sais pas, sur le saladier pour conserver une salade, des tomates, ce qu'on veut, ben on met juste un petit coup d'eau savonneuse froide dessus, on le frotte un peu et hop, c'est reparti. Ça prend bien la forme du bocal puisque quand on le chauffe, la cire, hop, quand on la met autour du bocal, après elle prend la forme et ça ferme, c'est hermétique, ça respire en même temps. Ben, c'est vraiment le produit zéro déchet phare, quoi, voilà. Depuis 6 ans, les ruchers de l'AMI sont situés à Saint-Désiré, dans l'Allier. Déjà, je pense que chacun doit trouver son miel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un sucre naturel. Moins il est riche en glucose, moins il fait monter le taux de diabète, si tu veux, l'indice glycémique. Donc, on peut arriver à pallier à certaines choses. Attention, je ne dis pas que ça ne fait pas monter l'indice glycémique, mais beaucoup moins qu'un sucre blanc raffiné, qu'à polluer. Et puis, l'impact environnemental n'est pas le même. Et puis, gustativement parlant, on peut changer de goût de sucre à chaque pot de miel, en fait, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on sélectionne un miel comme on sélectionne un vin? Oui. En fait, chaque miel a vraiment un goût différent. Beaucoup de gens disent « Ah, moi je veux pas de miel, j'aime pas ça ». En fait, je pense surtout qu'ils n'ont pas trouvé le miel qui leur correspond en fait. Parce que tu as des gens la majorité aiment les miels très très doux comme l'acacia ou des printemps clairs comme celui-ci. Tu vois, ces deux-là, ils viennent du même rucher, ouais, oui. Mais ils ont un mois d'écart. Un qui a cristallisé et l'autre non. Et tu as aussi des gens qui disent bah moi le miel j'aime pas trop, en fait ça leur manque peut-être un peu de goût en bouche, il faudrait un miel plus fort. On a tendance à hésiter à acheter un miel noir.